Il habitait à côté de chez moi. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire qu'on avait déjà traitée ensemble, mais je voulais vous en reparler avec un peu plus de détails et faire une vidéo un peu plus longue. Jean-Claude Roman. Beaucoup de personnes en France le connaissent, mais moi j'ai vraiment grandi avec cette histoire parce que ça s'est passé dans mon village. Jean-Claude Roman, c'est un homme qui était fils unique. Il était aimé de ses deux parents et il est né le 11 février 1954 à Lons-le-Saunier. Plus jeune, Jean-Claude Roman était décrit comme un enfant étant fuyant des responsabilités. Malgré tout ça, il avait des notes correctes à l'école. C'était un élève quand même assez sérieux. Il va avoir son bac et puis il va commencer une année de prépa des eaux et des forêts à Lyon. Mais cette aventure va très vite s'arrêter puisqu'il va décider de mettre un terme à sa prépa à cause des bizutages qu'il subissait à l'école. L'année d'après, après avoir arrêté sa première prépa, du coup, il va commencer une année de médecine qu'il va très vite arrêter aussi parce qu'il ne s'est pas présenté aux examens. Et c'est à ce moment-là que Jean-Claude Roman va commencer à mentir. Jean-Claude Roman va dire à ses parents qu'il a eu cette année de médecine, donc du coup qu'il va passer en deuxième année. Il va continuer à aller en cours et il va continuer à se présenter aux examens, sauf que du coup il peut pas les passer vu que il est plus dans cette année-là, enfin dans ce cursus-là, pardon. Il va juste le jour des examens rester dans le hall d'entrée. Jean-Claude va affirmer avoir eu son diplôme alors qu'en réalité il s'est inscrit 12 fois et a raté du coup les examens 12 fois. De 1975 à 1986. Le mensonge était déjà bien présent dans sa vie. Ensuite, il va s'inventer un cancer. Qui va dire à ses proches qu'il a un cancer pour justifier le fait qu'il n'aille plus en cours. En 1980, il va épouser sa femme, Florence Crollet, avec qui il va avoir 2 enfants. D'abord leur fille Caroline et leur fils Antoine. Après tout ça, ils vont s'installer ensemble dans l'Ain. Pendant des années, il va faire croire à sa famille qu'il est médecin-chercheur. Et pas n'importe où. Il fait croire qu'il est médecin-chercheur à l'OMS de Genève. C'est quand même énorme comme statut. Là, on peut parler réellement de mythomanie, la vraie maladie de mythomane. Une journée classique dans la vie de Jean-Claude Roman, normalement, c'est... on se lève, on prépare les enfants, tout ça, ils vont à l'école, ensuite on part au travail et on rentre le soir. Lui, non. Il se lève, il va en direction de Genève et il s'arrête sur des aires d'autoroute en attendant que la journée passe et il lit des manuels de médecine. Et le soir, il rentre comme s'il avait un travail classique. Enfin, comme quelqu'un de totalement normal et banal, on va dire. Jean-Claude et Florence avaient un ami médecin qui venait manger chez eux assez régulièrement. Et on pourrait se dire que là, le mensonge pouvait déjà être démasqué, parce que normalement entre médecins on parle forcément de trucs de médecins, je sais pas trop comment ça se passe, mais je veux dire il faut quand même s'y connaître un minimum. Mais en fait Jean-Claude était tellement rentré dans son mensonge que tout ce qu'il lisait tous les jours dans les livres de médecine et tout ça, en fait c'est comme s'il l'était réellement. Donc du coup quand son ami lui posait des questions sur, je sais pas, certaines opérations, j'en sais rien en fait, sur des choses comme ça, il pouvait y répondre comme si c'était la vérité. Son ami médecin avait même dit lors d'un de ses repas qu'à côté d'un médecin comme lui, on se sent tout petit. Je pense que quand il a su la vérité, ça a dû lui faire bizarre à son pote là. On peut aussi se demander comment du coup Jean-Claude Roman faisait pour faire rentrer de l'argent. Parce qu'au bout d'un moment, ça se voit quand même qu'on touche pas de salaire. Je me suis renseignée et normalement, le salaire moyen, enfin moyen entre guillemets, d'un médecin-chercheur à l'OMS de Genève, c'est environ 300 000 € par an. C'est énorme. Je sais pas combien ça fait par mois, mais j'ai pas voulu calculer, c'est énorme. Du coup, comment il faisait croire à sa famille, enfin comment il tenait le mensonge même sur le plan financier? En fait, il demandait de l'argent à ses proches, à sa famille, à sa maîtresse aussi, vous verrez qu'elle est très importante là-dedans, à tout le monde en fait, en disant que c'était de l'argent qu'il allait placer en Suisse pour que ça leur rapporte plus et tout ça. Ses proches avaient une entière confiance en lui, donc ils sont donnés sans réfléchir. Pour se faire de l'argent, Jean-Claude a même vendu des faux médicaments contre le cancer. Imaginez le nombre de vies qu'il a ruinées, qu'il a bousillées. Parfois, il disait aussi à sa femme qu'il assistait à des congrès aux États-Unis, au Japon, enfin un peu dans le monde entier. Sauf qu'en réalité, il restait simplement dans sa voiture, sur un parking, à côté du lac Léman. C'est tout. Mais il a continué à s'enfoncer dans son mensonge qui a pris en fait des proportions énormes. C'est le 9 janvier 1993 que tout va basculer pour sa famille. Sa femme a commencé à avoir des soupçons sur sa vie, sur sa réelle vie plutôt si je puis dire. Du coup, il va décider de l'assassiner à coups de rouleau à pâtisserie. Ensuite,
Il ne pouvait pas s'arrêter là. Il va monter dans la chambre de ses enfants et les tuer d'une balle dans la tête. Il a utilisé une arme avec un silencieux et il a tiré 2 balles à l'arrière de leur crâne. C'est juste terrible. Après ce massacre, il va ranger entièrement la maison, comme si de rien n'était. Il va aller regarder s'il y a du courrier, il va regarder une émission de télé et il va se mettre dans son canapé, enfin comme si vraiment de rien n'était. Le même jour, toujours le 9 janvier, après avoir mangé chez ses parents dans le Jura, donc là où j'habite du coup, la maison de ses parents se trouve à 2 minutes à pied de là où j'habitais quand j'étais petite. Donc cette histoire m'a vraiment hanté toute mon enfance. Il va aussi tuer ses parents et le chien de la famille. De la même façon avec laquelle il a tué ses enfants, une balle derrière la tête. Après tout ça, il va prendre sa voiture et monter sur Paris pour aller rejoindre sa maîtresse, Chantal Delalande. Il va aussi tenter de la tuer, mais finalement il va changer d'avis et il va décider de l'épargner. Il va la ramener chez elle, donc Chantal, après l'avoir emmenée dans une forêt et avoir tenté de la tuer, enfin c'est quand même... un truc de dingue. Il va lui promettre de ne rien dire à la police, d'appeler personne et ensuite il va redescendre dans le Jura. Pour que Chantal ne dise rien, il va lui faire croire qu'il a une tumeur au cerveau et que c'est pour ça en fait qu'il sait pas ce qu'il fait en fait. Toujours dans la soirée du 9 janvier, il va asperger sa maison dans l'Ain d'essence. Et il va décider d'y mettre le feu. Il va allumer le feu vers 4 h du matin après avoir avalé des barbituriques qui étaient périmés depuis 4 ans. Parce qu'il a tenté de se suicider en même temps. Mais son plan va échouer parce que des éboueurs vont passer à ce moment-là. Ils vont tout de suite appeler les pompiers en voyant une maison en feu. Donc bah voilà quoi. Ils vont réussir à éteindre le feu et tout ça. Ils vont se rendre compte qu'il y a le corps de sa femme et de ses 2 enfants dans leur lit. Au début, ils pensent à des morts par le feu, enfin qui sont morts dans l'incendie, mais ils vont se rendre compte très vite que ce n'est pas le cas. Jean-Claude Roman, lui, va être retrouvé dans sa voiture inconscient. Il va tout de suite être transporté à l'hôpital de Genève et suite à une erreur médicale, il va être plongé dans le coma. Pendant ce temps-là, les gendarmes vont retrouver un mot dans sa voiture. Je vais vous lire ce qu'il dit. Il a écrit sur ce mot « Un banal accident et une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon ». Clairement, il avoue que en fait, c'est lui qui a mis le feu, qui a tué tout le monde là. Il peut pas nier. Rapidement, l'enquête va débuter et on va vite se rendre compte que finalement, Jean-Claude Roman n'est pas celui que sa famille décrit. Les gendarmes vont se rendre compte qu'au moment des faits, sa famille en fait était sur le point de tout découvrir. Ses proches, sa femme, tout le monde. Sa femme, elle ne pouvait jamais téléphoner à son bureau. Normal, il en avait pas. Elle rencontrait jamais ses collègues. Enfin, c'était tout ce genre de trucs-là en fait qui ont mené à sa mort finalement et à la découverte du mensonge. Il y a aussi un petit point sur Jean-Claude Roman, c'est que quelques années avant, le beau-père de Jean-Claude Roman est décédé d'une chute dans les escaliers. Le seul témoin à ce moment-là, c'est Jean-Claude. Tout ça, la mort de son beau-père, ça s'est produit quelques jours après que son beau-père, en fait, lui ait demandé le remboursement des placements qu'il aurait fait en Suisse. Il y a une rumeur aussi qui dit, d'après les secouristes, que quand ils sont arrivés sur le lieu du coup de l'accident, de la chute des escaliers, le beau-père de Jean-Claude aurait dit « Jean-Claude Ma ». Et on sait pas la suite. Mais Jean-Claude Roman a toujours nié être coupable de ça. Le procès, lui, va se tenir à Bourg-en-Bresse. Pendant tout le procès, il va se tenir silencieux sur tous les faits qui lui sont reprochés. Il va être finalement condamné à 30 ans de prison, donc pour nous c'est la perpétuité. Et il va être mis en liberté en 2019, après avoir purgé sa peine. Il a 65 ans au moment de sa sortie, finalement. Sa vie est totalement brisée, hein. Il peut pas refaire sa vie, il peut pas retravailler et tout ça. Ici, il est connu comme le loup blanc, clairement. Enfin, moi, je sais que la maison de ses parents, elle se trouvait à 2 minutes de là où j'habitais avant, à 1 minute de mon collège, de mon primaire, de ma maternelle. Donc en fait, on est toujours passé devant cette maison et on a toujours eu, vous savez, cette histoire de... Enfin, ce truc un peu légendaire de se dire « Waouh, c'est la maison Jean-Claude Roman, quoi ». C'est un truc de dingue. Et en fait, cette histoire m'a toujours fascinée, entre guillemets, parce que ça s'est vraiment passé à côté de chez moi. Il a plus le droit aujourd'hui de se rendre en Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne-Rhône-Alpes, et en Île-de-France. Il y a des rumeurs qui disent qu'il est devenu religieux, qu'il se serait mis dans le bouddhisme ou quelque chose comme ça, qu'il serait dans un couvent aujourd'hui. On sait pas vraiment ce qu'il devient, moi ça m'intéresse pas non plus de trop savoir ce qu'il est devenu. Sa maîtresse, qui elle est encore en vie, ne s'est jamais réellement prononcée là-dessus, mais je pense qu'elle doit être traumatisée, choquée, et qu'elle doit se dire qu'elle a de la chance aussi d'être encore en vie vu le sort qu'il a réservé à sa femme et ses propres enfants. Pareil, un petit point important dans l'affaire, il n'a pas pleuré
pendant le procès, au moment de l'énonciation du crime de ses enfants, de sa femme, de ses parents. Par contre, il a pleuré quand ils ont parlé du chien de la famille qu'il a tué, en disant que c'était le chien qu'il avait suivi toute sa vie, en fait, le chien de son enfance. Voilà, c'était le petit point en plus. Cette affaire, moi, pour le coup, j'en entends parler depuis que je suis née, en fait, clairement. Pour ceux qui la connaissaient, dites-moi ce que vous en pensez simplement et comment vous l'avez connue, vous, cette affaire. J'ai pas été très présente là depuis 3-4 mois, j'avais beaucoup de choses à faire par rapport à la sortie de mon livre, l'écriture de mon deuxième livre aussi, qui cette fois-ci sera principalement basé sur la criminologie. Enfin, vous verrez, j'ai hâte de vous le faire découvrir. J'essaye de revenir avec un peu plus de vidéos par mois, comme je le faisais avant, et je vous dis à plus tard et on se retrouve pour une prochaine vidéo.